Je m'appelle Angela Turner. J'ai 32 ans. Et jusqu'à ce jeudi soir, je croyais que les serrures de ma maison suffisaient à maintenir mes parents hors de ma vie. J'avais tort. En entrant dans l'allée, j'ai vu leur berline argentée près du trottoir. Ils n'ont pas fait de signe de la main ni ne sont sortis. Ils ont attendu que je remarque la boîte emballée sur le pas de ma porte, puis sont partis. Une carte blanche avait été attachée sous le ruban avec 4 mots écrits de la main de ma mère. Ne fais pas de scène. J'aurais dû la laisser intacte, mais l'avertissement ressemblait à un autre ordre de mon enfance. J'ai porté la boîte dans l'entrée et j'ai coupé le ruban. La première chose que j'ai vue était une photographie de mon fils endormi dans sa propre chambre. La deuxième était un double de la clé de notre maison. En dessous se trouvait une épaisse enveloppe estampillée du nom d'un avocat du tribunal de la famille. Mes genoux ont presque flanché. J'ai composé le 911 avant de lire une autre page. 2 agents sont arrivés en quelques minutes, ont séparé le contenu et m'ont dit de ne plus rien toucher. C'est à ce moment-là que mon mari a franchi la porte d'entrée. Il s'est arrêté à la vue des uniformes, a regardé la boîte ouverte et a pâli. « S'il vous plaît, ne me dites pas » a-t-il chuchoté. Ils l'ont vraiment fait. Ces paroles m'ont effrayé plus que la photographie, car elles signifiaient qu'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Avant que je vous dise ce que les agents ont trouvé sous ces papiers, et pourquoi mon mari avait l'air d'avoir vu un fantôme, dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le nom de mon mari était Marc, et au moment où il a prononcé ces mots, les 2 agents se sont tournés vers lui. Je l'ai fait aussi. Pendant plusieurs secondes, il a semblé incapable de décider s'il devait me regarder ou regarder la boîte ouverte. Finalement, il a pointé l'enveloppe et a demandé si quelqu'un avait retiré les documents. Un agent lui a dit que non. Marc a dégluti et a dit, il y a 3 semaines, son père m'a demandé de signer quelque chose. Il a dit que c'était un plan de tutelle d'urgence au cas où Angela et moi serions hospitalisés tous les 2. J'ai refusé. Je l'ai dévisagé. Il n'avait jamais mentionné cette conversation. Marc a expliqué que mon père, Frank, l'avait approché à l'extérieur de son bureau, parlant calmement, presque nonchalamment, comme s'il discutait d'assurance. Quand Marc a exigé de savoir pourquoi un tel document était nécessaire, Frank a dit que ma mère, Nancy, croyait que j'étais devenu émotionnellement instable et que quelqu'un de responsable devait être préparé. Marc lui avait dit de rester loin de nous. Frank avait souri et répondu, « Vous n'aurez peut-être pas à prendre cette décision. » Marc était resté silencieux parce qu'il pensait que me le dire rouvrirait des blessures que j'avais mis des années à essayer de refermer. Je voulais être en colère contre lui, mais la boîte était assise entre nous comme la preuve que le silence n'avait fait que donner plus d'espace à mes parents pour manœuvrer. L'agent le plus âgé s'est présenté comme l'agent Ramirez et a enfilé des gants. Sous l'enveloppe du tribunal de la famille, il a trouvé un petit enregistreur numérique, une clé USB, 6 photographies, un train en bois d'enfant et un ours en peluche que j'ai immédiatement reconnu. Le train appartenait à mon fils de 8 ans, Nathan. L'ours avait disparu après notre dernière visite chez mes parents 4 mois plus tôt. Quand Ramirez l'a soulevé, un parfum floral familier s'est répandu dans la pièce. Le parfum de ma mère, le même qui flottait devant ma chambre quand elle écoutait à la porte. Pendant un instant fugace, j'avais de nouveau 16 ans, cachant des dossiers de candidature pour l'université sous mon matelas parce que Nancy avait déjà choisi l'école où elle s'attendait à ce que j'aille. Ce souvenir n'est pas arrivé comme une scène complète. Il est venu comme une pression dans ma poitrine, le déclic d'une poignée de porte et sa voix demandant pourquoi une fille qui aimait sa famille avait besoin de secrets. Les photographies étaient pires. L'une montrait Nathan endormi. Une autre le montrait en train de prendre son petit déjeuner sur l'îlot de notre cuisine. Une troisième avait été prise à travers la clôture derrière son école. Les dates imprimées dans les coins couvraient près de 2 mois. Sur une image, le reflet dans la fenêtre captait une partie du visage du photographe. Ce n'était ni Nancy ni Frank. C'était un homme que je ne reconnaissais pas. L'agent Ramirez a cessé de traiter le paquet comme un vilain différend familial. Il a appelé un superviseur, a demandé un technicien de la police scientifique et a demandé si mes parents avaient déjà possédé une clé de notre maison. Je lui ai dit que Frank nous avait aidé à remplacer une serrure de porte arrière l'année précédente. Nous avions changé la serrure avant après avoir coupé le contact, mais pas celle de l'arrière. Marc ferma les yeux. Aucun de nous n'avait besoin de dire ce que cela signifiait.
L'enveloppe contenait un projet de requête demandant à un tribunal d'accorder à mes parents le contrôle temporaire de Nathan. La plupart n'étaient pas signées, mais plusieurs déclarations jointes avaient déjà été préparées. Selon elle, j'avais manqué des rendez-vous médicaux, laissé Nathan sans surveillance, menacé des parents et souffert d'épisodes imprévisibles qui rendaient notre maison dangereuse. Rien de tout cela n'était vrai. Une déclaration portait ce qui ressemblait à la signature de Marc. Il s'est penché sur la page et a dit « Ce n'est pas la mienne ». Une autre page semblait être une lettre d'un thérapeute que je n'avais jamais rencontré. Elle décrivait des séances privées qui n'avaient jamais eu lieu et recommandait que Nathan soit retiré de ma garde avant qu'une crise évitable ne se produise. Le langage était poli, professionnel et terrifiant parce qu'il avait été conçu pour paraître raisonnable. Ramirez a posé une question sur l'enregistreur. Marc a reconnu le modèle. 2 mois plus tôt, il avait trouvé un appareil exactement comme celui-ci sous le siège passager de notre voiture. Il avait supposé qu'il appartenait à un collègue qui avait voyagé avec lui, mais quand il a demandé plus tard, le collègue a nié l'avoir jamais vu. Marc l'avait jeté. Cet enregistreur avait une bande d'adhésif noir au dos et une étiquette indiquant Cuisine 2. L'agent Ramirez l'a placé dans un sac de preuves sans l'allumer. Cuisine 2 suggère qu'il y a peut-être eu une cuisine 1, a-t-il dit. La phrase a changé l'atmosphère de notre maison. Les agents ont demandé la permission de procéder à une fouille de protection pour les dispositifs de surveillance évidents en attendant le technicien. Marc et moi avons accepté. Ils ont trouvé une minuscule caméra à l'intérieur d'un détecteur de fumée face à la table de la cuisine. Un autre appareil avait été installé derrière une grille de ventilation dans le couloir près de la chambre de Nathan. La caméra n'était pas connectée à notre Wi-Fi. Elle stockait les images localement sur une carte mémoire, ce qui signifiait que celui qui l'avait installée s'attendait à revenir pour la récupérer. Les agents ont également trouvé de légères égratignures autour de la serrure de la porte arrière. Je me suis souvenu de ma mère apparaissant à la collecte de fonds de l'école de Nathan 2 semaines plus tôt, souriant comme si notre arrangement n'était qu'un malentendu temporaire. Elle m'avait serré dans ses bras avant que je puisse m'éloigner. À l'époque, je pensais qu'elle voulait m'embarrasser en public. Maintenant, je me demandais si Franck était entré dans notre maison pendant qu'elle nous occupait. Le technicien de la police scientifique a tout photographié. Ramirez nous a averti que les documents falsifiés ne prouvaient pas à eux seuls qui les avait créés et que des papiers du tribunal de la famille pouvaient être rédigés sans jamais être déposés. Il a également dit que les photographies, le double de clés et les appareils cachés créaient une image beaucoup plus sérieuse. Il nous a conseillé de ne pas confronter mes parents, de ne pas poster en ligne et de ne dire à personne ce qui avait été trouvé. Puis il a demandé si nous avions un autre endroit où rester cette nuit-là. La sœur de Marc vivait de l'autre côté de la baie, mais partir donnait l'impression de céder notre maison. Pourtant, j'ai fait un sac pour Nathan et un pour nous. Nathan était à un dîner d'anniversaire supervisé chez un ami, et Marc s'est arrangé pour que sa sœur aille le chercher sans expliquer les détails par téléphone. Avant de partir, Ramirez m'a remis un reçu de propriété et a posé une dernière question. Vos parents savaient-ils que votre mari rentrerait tard ce soir? J'ai dit oui. Nancy avait appelé le bureau de Marc ce matin-là, prétendant confirmer une invitation à dîner. Ramirez a regardé l'emplacement de la boîte, puis la porte d'entrée ouverte. Il s'attendait peut-être à ce que vous ouvriez cela seul, a-t-il dit. J'ai enfin compris le message caché sous le ruban. Ne fais pas de scène n'avait pas été un avertissement pour rester calme. C'était une instruction pour rester isolé. Alors que nous sortions, le technicien est sorti du couloir en tenant un 3e sac de preuves. À l'intérieur se trouvait une carte mémoire étiquetée avec mon nom et une date d'il y a 6 ans, la semaine de la naissance de Nathan. Nous avons passé cette nuit-là chez la sœur de Marc, mais je n'ai pas dormi. Chaque bruit venant du couloir me faisait imaginer une clé tournant dans notre porte arrière. On a dit à Nathan qu'un problème de tuyauterie nous avait forcés à sortir pour la nuit. Il a accepté l'explication, s'est blotti sur le canapé et a demandé si ses grands-parents savaient où nous étions. La question était innocente, mais elle révélait à quelle fréquence Nancy s'était immiscée dans son monde. Je lui ai dit que non, puis je me suis assise à côté de lui jusqu'à ce que sa respiration devienne lente et régulière. De l'autre côté de la pièce, Marc me regardait avec la culpabilité écrite sur son visage. Quand Nathan s'est endormi, Marc s'est excusé d'avoir caché l'approche de Franck. Je lui ai dit que j'étais blessé, mais que je comprenais aussi pourquoi il avait hésité. Mes parents avaient entraîné tout le monde autour d'eux à gérer mes réactions au lieu d'affronter leur comportement.
Ce schéma a pris fin cette nuit-là. Le lendemain matin, l'agent Ramirez nous a rappelé au poste. La carte mémoire étiquetée avec la semaine de la naissance de Nathan ne provenait d'aucun appareil de notre maison actuelle. Elle contenait des documents numérisés, des enregistrements vocaux et des photographies collectées sur 6 ans. Le plus ancien enregistrement était une conversation entre Nancy et moi à l'hôpital après la naissance de Nathan. Je me souvenais de la conversation, mais je n'avais jamais su qu'elle était enregistrée. Nancy m'avait exhorté à signer une autorisation médicale temporaire parce que j'étais épuisé après l'accouchement. J'avais refusé. Sur l'audio, elle semblait douce et concernée. Après que j'ai quitté la pièce, la voix de Franck est apparue. Il a dit, elle finira par céder quand elle réalisera le peu de contrôle qu'elle a. Entendre cette phrase des années plus tard, c'était comme découvrir une trappe sous un sol familier. La carte contenait également des copies de nos déclarations de revenus, l'horaire de travail de Marc, le calendrier scolaire de Nathan et des notes sur des disputes que Marc et moi avions eues en privé. La plupart des notes étaient des détails ordinaires transformés en accusations. Un rendez-vous chez le dentiste annulé devenait une négligence médicale. Une babysitter arrivant 10 minutes en retard devenait un enfant laissé sans surveillance. Une photographie de moi buvant un verre de vin lors d'un dîner de fête était étiquetée préoccupation concernant la consommation de substances. Mes parents n'avaient pas documenté un danger. Ils avaient fabriqué une histoire. Ramirez nous a présenté à la détective Lena Shaw, qui s'occupait des cas de surveillance obsessionnelle et électronique. Elle a pris soin de ne pas promettre une arrestation. Elle a expliqué que les fichiers numériques devraient être authentifiés et que les appareils cachés devaient être tracés. Elle nous a également averti que Franck avait déjà appelé le département. Il prétendait que la boîte était une archive familiale livrée lors d'un désaccord et m'accusait de réagir de manière excessive en raison de problèmes émotionnels de longue date. Il avait donné le nom d'un capitaine à la retraite qui confirmerait prétendument que Franck était un membre honorable de la communauté. La manœuvre était si prévisible qu'elle m'a presque calmé. Il n'avait pas demandé si j'étais en sécurité. Il était allé directement au contrôle du récit. La détective Shaw a recommandé des changements de serrures immédiats, une alerte de sécurité à l'école et une ordonnance de protection civile temporaire. Notre avocate, Melissa Grant, nous a rencontrés cet après-midi-là. Elle a examiné la fausse requête de tutelle et a remarqué quelque chose que nous avions tous manqué. Le numéro de licence du prétendu thérapeute appartenait à un vrai professionnel, mais le nom sur la lettre ne correspondait pas au registre de l'État. Le cachet de notarisation sur la fausse déclaration de Marc était également authentique, mais il avait été signalé comme volé 3 mois plus tôt. Quelqu'un avait construit le dossier à partir de morceaux de vraies identités, espérant que personne ne les inspecterait de près. Melissa nous a conseillé de ne pas rendre visite à mes parents. Au lieu de cela, elle a rédigé un avis formel leur ordonnant de cesser de nous contacter, d'approcher l'école de Nathan, d'entrer sur notre propriété ou d'utiliser nos dossiers personnels. Marc voulait l'envoyer immédiatement. J'ai demandé 10 minutes seul. Dans la salle de conférence, j'ai regardé la page et je me suis souvenu d'avoir 22 ans, debout dans la cuisine de mes parents avec une lettre d'acceptation pour un programme de 3e cycle dans un autre état. Franck avait pris la lettre de ma main, l'avait pliée en deux et avait dit que la famille avait déjà assez investi dans mes expériences. Nancy avait pleuré jusqu'à ce que j'accepte de rester à San Francisco. Pendant des années, j'ai décrit cette décision comme la mienne parce qu'admettre la vérité semblait plus humiliant. Maintenant, les mêmes personnes essayaient de transformer ma vie d'adulte en un autre document qu'elles pouvaient réécrire. J'ai signé l'avis. Ce soir-là, la détective Shaw a appelé avec la première avancée majeure. Un numéro de série de la caméra du couloir menait à un installateur de sécurité local. L'acheteur avait payé en espèces, mais les images de surveillance du magasin montraient clairement l'acheteur. C'était l'homme inconnu reflété dans la photographie de l'école. Son nom était Calvin Rie, un détective privé dont la licence avait été suspendue suite à des plaintes pour pistage illégal. Les relevés téléphoniques obtenus grâce à une demande de conservation d'urgence montraient des contacts répétés entre Rie et un numéro enregistré au nom de l'entreprise de Franck. Shaw nous a dit de ne pas nous réjouir. Le contact n'était pas une preuve de conspiration et Rie pourrait prétendre qu'il avait été engagé uniquement pour une observation légale. Puis elle a ajouté que des agents avaient visité son adresse indiquée et trouvé le bureau vide. Il avait déménagé pendant la nuit. 1 heure plus tard, Nancy m'a envoyé un message vocal. Elle n'a pas mentionné la police ou la boîte.
Elle a dit qu'elle avait entendu dire que Nathan pourrait manquer l'école et a offert de le récupérer jusqu'à ce que les choses se calment. Son ton était chaleureux, presque maternel. À la fin, elle a baissé la voix et a dit « Un juge se souciera de la stabilité, Angela. Réfléchis bien avant de te faire passer pour instable. » J'ai transmis le message à la détective Shaw sans répondre. Pour la première fois, je n'ai pas entendu ma mère comme une figure toute puissante. J'ai entendu une femme suivre un script. Puis Melissa a appelé. La fausse requête d'urgence n'était plus simplement un projet. Quelqu'un avait tenté de la déposer ce matin-là. La tentative de dépôt a tout mis à jour. Melissa a obtenu une copie du palais de justice et a découvert que Frank et Nancy demandaient une ordonnance d'urgence avant que je puisse être notifié. Leur requête prétendait que Mark et moi avions disparu avec Nathan après une crise domestique, que la police avait visité notre maison parce que je me comportais de manière irrationnelle, et que mes parents étaient les seuls parents capables de fournir une stabilité immédiate. Ils avaient transformé notre appel à l'aide en preuve contre nous. Était jointe la fausse lettre du thérapeute, la fausse signature de Mark, des photographies soigneusement recadrées et une déclaration de Calvin Ry se décrivant uniquement comme un consultant en sécurité familiale. La requête demandait la tutelle temporaire, l'accès au dossier scolaire de Nathan et la possession des clés de notre maison. Melissa a déposé une opposition avant que le juge assigné n'examine la demande. Parce que la requête impliquait un risque immédiat présumé, le tribunal a programmé une audience pour l'après-midi suivant. La détective Shaw ne pouvait pas dire au juge quelles seraient les conclusions de l'enquête criminelle, mais elle a fourni une déclaration confirmant que des caméras cachées, un double de clés et des documents soupçonnés d'être des faux avaient été collectés à notre domicile. Les horodatages de la caméra corporelle de l'agent Ramirez prouvaient que la police avait répondu à des preuves que nous avions signalées, et non à une perturbation causée par moi. Mes parents sont arrivés au tribunal habillés comme s'ils assistaient à un déjeuner de charité. Nancy portait du bleu pâle et tenait un dossier contre sa poitrine. Frank a salué 2 avocats dans le couloir et a fait un signe de tête à un greffier qui semblait le reconnaître. Quand il m'a vu, il n'avait pas l'air honteux ou effrayé. Il avait l'air déçu, de la même manière qu'il l'avait été quand j'avais ramené une note qu'il considérait indigne de moi. Nancy a fait un pas vers Nathan, qui attendait avec la sœur de Mark plus loin dans le couloir, mais un officier de justice l'a arrêté en raison de la demande temporaire de non-contact. Son expression n'a changé que pour une seconde. La douceur a disparu et quelque chose de froid est apparu en dessous. À l'intérieur de la salle d'audience, leur avocat les a décrits comme des grands-parents dévoués répondant à des informations alarmantes. Il a qualifié la boîte de tentative maladroite de partager des archives familiales et a dit que les photographies avaient été prises pour documenter la routine de Nathan parce que ses parents craignaient la négligence. Il a présenté la clé comme un vieux double accidentellement laissé parmi des affaires retournées. Chaque violation devenait une préoccupation. Chaque mensonge devenait un malentendu. Puis Melissa a placé les photographies réelles à côté des versions jointes à la requête. Les originaux montraient la date et des arrière-plans plus larges. Une image que mes parents avaient étiquetée et Nathan errant seul devant l'école révélait, une fois non recadrée, Mark se tenant à seulement quelques mètres. Une autre, étiquetée Angela en état d'ivresse lors d'une réunion de famille, montrait un toast d'anniversaire avec 6 autres adultes tenant des verres identiques. Le juge a demandé pourquoi les images avaient été modifiées. L'avocat de mes parents a demandé du temps pour consulter ses clients. Frank lui a chuchoté quelque chose, mais Nancy l'a interrompu. Elle s'est levée et a dit qu'elle pouvait expliquer. Le juge lui a ordonné de s'asseoir à moins d'être appelé. Pourtant, Nancy a continué à parler. Elle a dit que j'avais toujours été impulsive, que Mark était faible et que quelqu'un devait planifier l'avenir de Nathan. Elle a insisté sur le fait que la famille ne pouvait pas attendre que je m'effondre. Melissa a demandé si Nancy avait autorisé quiconque à entrer dans notre maison. Leur avocat s'y est opposé, mais le juge a autorisé une réponse limitée parce que la requête demandait l'accès à la propriété. Nancy m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Une mère fait ce qui est nécessaire quand sa fille refuse de l'aide. » Ce n'était pas un aveu complet, mais c'était suffisant pour détruire l'image soignée qu'elle avait apportée dans la pièce. Frank a attrapé son bras et lui a dit d'arrêter. Le juge l'a remarqué. Le sténographe judiciaire aussi. Melissa a ensuite présenté le message vocal dans lequel Nancy avertissait qu'un juge se soucierait de la stabilité. Comme Nancy me l'avait envoyé directement, il n'y avait pas de problème de consentement à l'enregistrement. Le juge a écouté 2 fois. Après la 2e écoute, il a rejeté la demande de tutelle d'urgence,
a interdit à mes parents de contacter Nathan ou d'approcher son école, et a renvoyé les documents suspects à l'unité de fraude du tribunal. Il a également ordonné qu'aucune future requête de leur part ne soit examinée sans nous en aviser. À l'extérieur de la salle d'audience, Franck a finalement perdu son sang-froid. Il s'est approché si près que l'officier de justice s'est interposé entre nous. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé » a-t-il dit. « Les gens nous connaissent. Ils savent quel genre de fille tu es. » Pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase m'aurait réduite au silence. Au lieu de cela, j'ai répondu, alors laissez-les voir les preuves. Nancy a commencé à pleurer, mais il n'y avait pas de larmes sur ses joues. Elle a dit à Marc qu'il me permettait de ruiner la relation de Nathan avec ses grands-parents. Marc a répondu qu'ils l'avaient ruiné eux-mêmes en entrant dans notre maison. Le visage de Franck s'est crispé. « Vous ne pouvez pas prouver qui est entré dans cette maison, a-t-il dit. La détective Shaw, qui attendait près des ascenseurs, a parlé derrière lui. Nous y travaillons. Franck s'est retourné et a vu son badge. Pour la première fois, la confiance a quitté son visage. Shaw a demandé à mes deux parents de venir volontairement au poste. Leur avocat a refusé en leur nom et les a emmenés précipitamment. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Nancy m'a regardé avec une haine ouverte. Les portes se sont fermées, mais pas avant qu'elle ne lève son téléphone et tape quelque chose. Moins de 5 minutes plus tard, chaque membre de notre famille élargie a reçu un message prétendant que j'avais fait une dépression nerveuse. Ce que Nancy ne savait pas, c'est qu'elle avait joint le mauvais fichier. Sous son message se trouvait une photographie de notre cuisine prise par la caméra cachée. Nancy a essayé de supprimer le message familial, mais trop de gens avaient déjà téléchargé la pièce jointe. Ma cousine m'a envoyé une capture d'écran avant même que j'atteigne le parking. L'image montrait notre cuisine sous l'angle de la caméra cachée à l'intérieur du détecteur de fumée. Dans le coin, un horodatage plaçait la photographie 3 semaines avant l'apparition de la boîte. Nancy venait de se lier à une preuve qu'elle avait insisté être un malentendu. La détective Shaw a demandé à chaque destinataire de conserver le message original. Le soir, l'enquêteur de la fraude du tribunal, le bureau du procureur de district et l'unité de cybercriminalité de la police examinaient tous le même fichier. Les données intégrées montraient que la photographie avait été exportée d'un dossier nommé Surveillance domicile Angela. L'historique de l'appareil liait ce dossier à un ordinateur portable enregistré au nom de la société de conseil de Franck. Franck pouvait toujours prétendre qu'une autre personne avait utilisé l'ordinateur, mais le mur autour de lui avait commencé à se fissurer. Le lendemain matin, des agents ont exécuté des mandats de perquisition au domicile de mes parents et au bureau de Franck. Shaw nous a dit plus tard que ce que la loi lui permettait de partager. Ils ont récupéré des copies de la clé de notre maison, des factures de Calvinry, un sceau de notaire volé, du matériel de surveillance et plusieurs classeurs étiquetés avec des dates de mon enfance. Un classeur contenait des rapports sur le travail de Marc, nos voisins, les enseignants de Nathan et les membres de ma famille élargie qui pourraient soutenir ou s'opposer à mes parents. Un autre contenait des projets de plaintes anonymes préparés pour l'école de Nathan, l'employeur de Marc et les services de protection de l'enfance. Les plaintes n'avaient pas toutes été envoyées, mais elles montraient un plan coordonné. Nous isoler, nuire à notre crédibilité, puis présenter mes parents comme la solution. Calvinry a été retrouvé 2 jours plus tard dans un motel près de Sacramento. Confronté au dossier le liant aux caméras et aux photographies, il a accepté de coopérer. Il a admis que Franck l'avait payé pour observer notre maison et installer des dispositifs d'enregistrement. Il a également dit que Nancy avait fourni les horaires et nous avait distraits lors de la collecte de fonds de l'école. Ria a affirmé qu'il n'avait jamais accepté d'entrer dans la chambre de Nathan, mais des preuves numériques ont placé l'un de ses appareils là-bas. Sa tentative de se protéger n'a fait que fournir plus de détails aux enquêteurs. Mes parents ont été arrêtés par les autorités la semaine suivante. Franck faisait face à des allégations de violation de domicile, de surveillance obsessionnelle, de complot, de faux, d'usurpation d'identité et de surveillance illégale. Nancy faisait face à plusieurs des mêmes allégations ainsi qu'à une tentative de tromper le tribunal. Leur avocat a publié une déclaration qualifiant les arrestations de criminalisation malheureuse d'un désaccord familial privé. Cette déclaration a duré moins d'une journée avant que les journalistes locaux n'obtiennent l'ordonnance du tribunal et des parties du dossier public. Les conséquences sociales sont venues rapidement. Franck a été mis en congé du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif qu'il présidait depuis 12 ans. 2 organisations ont retiré son nom des prochaines collectes de fonds.
Le comité de l'église de Nancy lui a demandé de se retirer pendant que l'affaire était en cours. Les amis qui avaient accepté sa version ont commencé à nous transmettre d'anciens messages dans lesquels elle avait posé des questions suspectes sur notre emploi du temps, notre mariage et l'école de Nathan. Chaque message transféré est devenu un autre fil dans le motif. Je n'ai pas célébré leur humiliation. J'étais trop occupé à comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient construit. Mélissa nous a aidés à déposer une plainte civile pour atteinte à la vie privée, détresse émotionnelle, violation de domicile et frais liés à la sécurisation de notre maison. Nous avons remplacé chaque serrure, caméra, ordinateur et téléphone. Marc a changé ses routines de travail. L'école de Nathan a ajouté des photographies de mes parents à son dossier de contact restreint. Les dépenses étaient énormes, mais pour la première fois, chaque pas que nous faisions créait de la distance au lieu de la peur. Nancy a été libérée avant le procès sous des conditions strictes. Il lui a été ordonné de ne pas nous contacter directement ou indirectement. Franck a dû rendre son passeport et il lui a été interdit d'accéder aux appareils de l'entreprise. Par l'intermédiaire de parents, ils ont continué d'insister sur le fait qu'ils avaient agi par amour. J'ai donné la même réponse à chaque fois. L'amour ne nécessite pas de fausses signatures, de caméras cachées ou une clé volée. 3 semaines plus tard, un arrangement floral est arrivé chez la sœur de Marc. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. La carte disait « Les familles pardonnent ». La détective Shaw a retracé l'achat jusqu'à une carte prépayée, mais les images du magasin montraient Nancy debout à la caisse. C'était une violation délibérée de l'ordonnance de non-contact. Shaw l'a de nouveau arrêté cet après-midi-là. Alors que Nancy était escortée hors du palais de justice après que sa libération ait été révoquée, elle m'a vu de l'autre côté du hall. Elle n'a ni plaidé ni fait semblant. Elle a articulé 4 mots. « Tu nous as fait ça ». J'ai enfin compris la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Je ne leur avais pas fait ça. J'avais simplement cessé d'empêcher les conséquences. L'affaire pénale a mis 9 mois à atteindre sa phase finale. Pendant ce temps, mes parents ont utilisé tous les retards légaux à leur disposition. Franck a changé d'avocat 2 fois. Nancy a demandé des aménagements médicaux, puis est apparue à des événements sociaux, disant aux gens que les accusations détruisaient sa santé. Leurs partisans ont envoyé des lettres les décrivant comme des personnes généreuses et respectables qui avaient consacré leur vie à la famille. Le procureur a répondu avec des photographies des appareils, des registres de paiement, des documents falsifiés et le propre message de Nancy contenant l'image de la caméra cachée. Les classeurs pris de leur maison ont révélé quelque chose d'encore plus personnel. Pendant des années, Franck avait gardé des copies des lettres qui m'étaient adressées. Parmi elles se trouvait le dossier d'acceptation du programme de 3e cycle que je pensais avoir refusé. Une deuxième lettre montrait que le programme avait offert une aide financière après que j'ai demandé un report. Je ne l'avais jamais vu. Nancy avait appelé le bureau des admissions en se faisant passer pour moi et avait retiré ma candidature de façon permanente. Un autre dossier contenait des courriels que Franck avait envoyés à un ancien petit ami pour l'avertir que j'étais instable et que je ruinerais sa carrière. Mes parents n'avaient pas commencé à me contrôler à la naissance de Nathan. Ils avaient simplement élargi un système qui avait fonctionné pendant la majeure partie de ma vie. Mélissa m'a demandé si je voulais que ces détails soient inclus dans notre affaire civile. J'ai dit oui, non pas parce qu'un tribunal pouvait me rendre les opportunités qu'ils avaient volées, mais parce que j'en avais fini de les aider à préserver une fausse histoire. Marc a lu chaque document avec moi. Parfois, je devenais en colère. Parfois, je ne ressentais rien du tout. Les moments les plus difficiles étaient ceux où je reconnaissais mes propres vieux mots répétés par Nancy, que j'étais trop sensible, trop impulsive, trop dépendante pour prendre des décisions importantes. J'avais passé des années à parler de moi dans le langage de ma mère. Nathan ne savait que ce qui était approprié pour son âge. Nous lui avons dit que ses grands-parents avaient enfreint des règles sérieuses, que des adultes s'en occupaient et que rien de tout cela n'était de sa faute. Il a demandé s'il l'aimait. J'ai dit que je croyais qu'il ressentait quelque chose qu'ils appelaient de l'amour, mais que l'amour sans respect pouvait devenir de la possession. Il est resté silencieux, puis a dit qu'il ne voulait plus que quiconque prenne des photos à travers sa fenêtre. Cette simple phrase est devenue une partie de la déclaration d'impact que Mélissa nous a aidés à préparer. À l'approche du procès, Calvin Rie a accepté de témoigner. Les preuves médico-légales ont montré que son équipement était entré dans notre maison à plusieurs reprises. Les registres de localisation téléphonique plaçaient Franck à proximité lors de 2 de ses entrées,
tandis que les messages de Nancy prouvaient qu'elle avait organisé des diversions. La fausse lettre du thérapeute a été retracée jusqu'à un modèle trouvé sur l'ordinateur portable de Franck. La signature copiée de Marc avait été prélevée sur un contrat d'entrepreneur. Le sceau de notaire volé a été retrouvé dans un tiroir verrouillé de la salle de couture de Nancy. Face à ces preuves, mes deux parents ont accepté des accords de plaidoyer. Franck a plaidé coupable à des accusations incluant la violation de domicile, la surveillance obsessionnelle, le complot et le faux. Nancy a plaidé coupable de surveillance obsessionnelle, de complot, de tromperie envers le tribunal et de violation de l'ordonnance de protection. Lors de la sentence, Franck a demandé au juge de considérer son service à la communauté. Le juge a répondu que la confiance du public rendait sa conduite plus grave, pas moins. Franck a reçu une peine de plusieurs années suivie d'une libération surveillée. Nancy a reçu une peine de détention locale, une probation intensive, un traitement obligatoire et une ordonnance de protection à long terme lui interdisant tout contact avec nous. Le tribunal a également ordonné la restitution de nos frais de sécurité et de nos frais juridiques. Leur image financière s'est effondrée avec l'affaire. L'entreprise de Franck a perdu des clients importants et a fermé. Leur assureur civil a refusé de couvrir une faute intentionnelle. Pour satisfaire les frais de justice, la restitution et le règlement de nos réclamations civiles, ils ont vendu la grande maison où j'avais grandi. L'organisation à but non lucratif a retiré Franck de façon permanente et a présenté des excuses aux donateurs. Nancy a perdu le cercle social qu'elle avait utilisé comme public pour sa version de notre famille. Le jour de la sentence, elle s'est tournée vers moi et a chuchoté « Est-ce que ça valait la peine de tout détruire ?» J'ai répondu doucement « Je ne l'ai pas détruit. » J'ai ouvert la boîte. Ce fut la dernière conversation directe que nous ayons jamais eue. Un an après la sentence, notre maison ne donnait plus l'impression d'être un lieu sous observation. La porte arrière avait été remplacée, la grille de ventilation du couloir réparée et le détecteur de fumée changé 2 fois avant que j'arrête de le regarder chaque fois que j'entrais dans la cuisine. La guérison n'est pas arrivée en un moment dramatique. Elle est apparue dans les choses ordinaires, laisser mon téléphone sur le comptoir sans vérifier les messages, regarder Nathan entrer à l'école sans scanner le parking, et être en désaccord avec Marc sans entendre la voix de mon père prédire que notre mariage échouerait. Marc et moi avons également réparé le silence entre nous. Il a promis de ne plus jamais me protéger en retenant des informations, et j'ai promis de lui dire quand une vieille peur façonnait une nouvelle décision. Nous avons suivi une thérapie, non pas parce que la lettre falsifiée de mes parents avait eu raison, mais parce qu'un vrai soutien est choisi, honnête et responsable. Cette distinction comptait pour moi. Nancy avait utilisé l'idée de la santé mentale comme une arme. Je refusais de la laisser transformer le fait de demander de l'aide en quelque chose de honteux. Le règlement civil a payé nos frais de sécurité restants et a créé un fonds d'éducation pour Nathan. Je ne voulais pas que l'argent de mes parents ressemble à une récompense. Alors, nous l'avons traité comme une restauration. Une partie du règlement les obligeait également à rendre chaque photographie, enregistrement, copie de clés et documents nous concernant. La détective Shaw a supervisé le transfert. Il y avait 12 boîtes. Je n'ai pas ouvert la plupart d'entre elles. Mélissa s'est arrangée pour qu'une société de criminalistique numérique identifie tout ce qui était nécessaire pour nos dossiers et détruise le reste. Une petite enveloppe m'a été rendue parce qu'elle contenait ma lettre d'acceptation originale de l'école supérieure. Je l'ai tenue pendant longtemps. Le papier était jauni sur les bords, mais mon nom était toujours clair. À 33 ans, j'ai postulé à un programme de 3e cycle local dans le même domaine. Quand le courriel d'acceptation est arrivé, je l'ai lu à voix haute à Marc et Nathan. Personne ne l'a pris de mes mains. Les membres de la famille élargie ont réagi de différentes manières. Certains se sont excusés d'avoir cru Nancy. D'autres ont dit qu'ils voulaient rester neutres, comme si les caméras cachées et les documents judiciaires falsifiés n'étaient que les deux faces d'un désaccord. J'ai cessé de discuter avec eux. La neutralité avait été l'espace dans lequel mes parents opéraient le mieux. Quiconque exigeait que je minimise la vérité pour maintenir la paix familiale n'avait plus une place centrale dans ma vie. Nathan a finalement demandé s'il reverrait un jour ses grands-parents. Je lui ai dit que l'ordonnance de protection resterait en vigueur et que, quand il serait plus âgé, il pourrait discuter de ses sentiments avec nous et des professionnels qualifiés. Je ne lui ai pas demandé de les haïr. La haine les aurait maintenus présents sous une forme différente. Je voulais qu'ils comprennent les limites, les preuves et la différence entre le pardon et l'accès. Le pardon peut être personnel.
L'accès doit être mérité. Parfois, les gens appellent ce qui s'est passé de la vengeance. Je comprends pourquoi. Franck a perdu sa liberté, son entreprise, sa maison et sa réputation. Nancy a perdu son statut social, le contrôle de notre famille et le public qui acceptait autrefois toutes les histoires qu'elle racontait. Leur punition a été sévère, mais je n'ai jamais fabriqué de preuves, répandu de rumeurs ou orchestré leur chute. J'ai conservé ce qu'ils ont envoyé, signalé ce qu'ils ont fait et refusé de reculer quand ils ont essayé de me faire douter de moi-même. La vérité a créé des conséquences qu'ils avaient passé des années à éviter. La boîte emballée est restée sous scellé policier jusqu'à la clôture de l'affaire. Quand elle a finalement été libérée, je n'ai demandé que la carte d'avertissement. Je l'ai encadrée à côté de ma lettre d'acceptation de l'école supérieure. Ne fais pas de scène et maintenant accroché sous la preuve que j'ai repris une décision qu'il m'avait autrefois volée. Les mots ne sonnent plus comme un ordre. Ils me rappellent le moment exact où l'obéissance a pris fin. Alors, voici la leçon que j'ai tirée de ce pas de porte. Quand les personnes contrôlantes vous disent de vous taire, elles protègent souvent l'histoire qui leur donne le pouvoir. Documentez les faits, demandez de l'aide, construisez des limites qui ont des conséquences et ne confondez jamais la loyauté familiale avec la permission d'envahir votre vie. Auriez-vous ouvert cette boîte ou auriez-vous appelé la police avant de la toucher? Quoi qu'il en soit, faites confiance au moment où la préoccupation devient du contrôle. Ce moment peut être le début de votre liberté. Merci d'avoir regardé cette histoire de notre chaîne. Tout dans cette vidéo est visuel et conçu uniquement pour le divertissement, l'éducation et la réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle que la guérison devient plus facile lorsque vous cessez de mesurer vos progrès en fonction du regret de quelqu'un de vous avoir blessé et que vous commencez à les mesurer par la paix que votre vie est devenue sans eux.